Donc, je suis physicien. Ça fait plus de 20 ans que je travaille ici sur le plateau de Saclay. Donc je fais de la recherche pas loin au laboratoire de physique des solides. J'enseigne à l'université Paris-Sud. Et en gros, au bout de 20 ans, j'ai une vision de physicien du monde qui m'entoure. Alors la vision de physicien, c'est que je vois des forces, des interactions, des particules, de la quantique, des principes. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment ma rencontre avec des designers a d'une certaine façon un tout petit peu bouleversé cette vision de physicien. Alors d'abord, vous n'allez pas y échapper, hein, je vais vous montrer ce que c'est que de la vision de physicien. Donc je vais prendre la lumière et vous expliquer ce que moi je vois dans la lumière en tant que physicien. Alors ça, c'est une vraie galère parce qu'en fait, j'y vois beaucoup trop de choses. Il y a un grand nombre de points de vue qui se superposent. Alors nous, les physiciens, on est très astucieux, on prend le point de vue qui nous arrange pour le problème qui nous arrange, mais tous les points de vue sont superposés, on va dire, les uns aux autres. Alors c'est quoi ces points de vue? Le point de vue le plus simple, c'est ce qu'on voit autour de nous. Voilà, il y a des spots là qui m'illuminent, ou quand vous voyez un soleil un peu derrière un nuage, on devine des rayons. Donc c'est un point de vue géométrique. La lumière, ce sont des rayons qui emplissent la pièce ici. Et puis on va pouvoir faire de la géométrie sur ces rayons-là. Et ça date d'un peu avant l'an 1000. Hein. C'est les lois ensuite de Snell-Descartes. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs. C'est l'idée que votre rayon, vous pouvez le traiter géométriquement. S'il rebondit sur un miroir, vous conservez les angles. S'il passe dans de l'eau, il est légèrement dévié, etc., etc. Alors évidemment, cette vision, elle est très confortable. On l'enseigne assez facilement, y compris au lycée. Les choses se compliquent un petit peu quand on commence à parler du 19e siècle et où on découvre que ces rayons, en réalité, sont composés d'ondes. Alors c'est quoi ces ondes? Alors donc vous imaginez hein, toujours ce rayon qu'on ne voit absolument pas, hein, qui est immatériel. En fait, ce rayon-là contient une onde, une ribambelle de tout petits champs électriques et champs magnétiques, en général perpendiculaires entre eux, et si vous les regardez de loin, ils forment une onde. Et alors on ne la voit absolument pas, cette onde, hein, je ne la vois pas dans cette pièce, alors que je suis irradié de lumière, parce que d'abord, elle avance trop vite, elle avance à 300 000 km par seconde, et puis en plus, on n'a pas la capacité avec nos yeux de voir ces vecteurs de champs électriques et magnétiques se déplacer. Il va falloir un sacré boulot pour les physiciens pour se convaincre qu'elles existent, ces ondes, et c'est ce qui fait maintenant toutes les télécommunications modernes, hein, par exemple. Donc déjà, ces deux points de vue-là se superposent l'un à l'autre, sont assez complexes. On rajoute un troisième point de vue, qui est le point de vue qui apparaît au début du XXe siècle, avec l'arrivée de la physique quantique. Alors, ce que dit la physique quantique, c'est que cette onde, certes, elle existe, mais en réalité, elle est composée de toutes petites particules, qu'on appelle des photons. Alors, c'est des particules d'un style très étrange, elles sont quantiques. Donc, c'est à la fois des particules et des sortes d'ondes. Mais je ne dois pas vraiment dire le mot onde, il faudrait que je parle de fonction d'onde, une espèce de probabilité de présence. Alors, en gros, ce que ça veut dire, c'est que le photon, il est à plein d'endroits à la fois, et c'est seulement quand on va essayer de le mesurer qu'il va choisir un de ces endroits et se réduire soudainement, en quelque sorte, en un point parmi cette onde qu'il occupe. On parle de dualité onde-particule, on a d'autres façons aussi d'appeler ça. Donc c'est mon troisième point de vue. Donc là, vous voyez que ça devient franchement compliqué. Les trois points de vue se superposent. Mais moi, physicien, j'ai aucun problème avec ça. Là, on peut même rajouter des points de vue. Je ne vous ai pas parlé de relativité restreinte ou de relativité générale. Je ne vous ai pas parlé d'électrodynamique quantique, mais je pourrais vous en rajouter des couches et faire plein de TED Talks comme ça. Et le physicien, il est très fort aussi pour choisir ce qu'il arrange. Donc par exemple, moi, j'ai fait pendant 20 ans de la recherche en résonance magnétique nucléaire dans des supraconducteurs. Alors ça consistait à quoi? Ça consistait à prendre un matériau supraconducteur, le mettre dans un cryostat à très basse température, et puis lui envoyer une certaine forme de lumière, et que cette lumière, en gros, teste la réponse magnétique des noyaux. Et donc, quand j'essayais de construire l'expérience qui permettait de faire ça, je me concentrais sur le côté ondulatoire, je calculais la longueur des câbles qu'il me fallait, etc., etc. Puis quand j'arrivais au niveau de l'échantillon, je disais non, bien sûr, c'est quantique, et là, je m'intéressais à l'interaction entre un petit grain de lumière, quantique, et puis un atome de la matière. Donc je jonglais avec ça sans aucun problème. Alors, où arrivent les designers dans cette histoire-là? Parce que là, on ne voit pas trop leur place. Hein. Ils ne vont pas m'aider à redesigner l'expérience dans le laboratoire, ni à refaire les équations de la physique quantique. Hein. L'histoire, elle remonte à une dizaine d'années, en 2005. 2005, c'était déjà une année internationale, c'était l'année internationale de la physique. Alors là, c'était toute la physique. Hein. Et ça a été une année clé pour beaucoup de physiciens, comme moi notamment, qui, pour la première fois, on se sont dit, tiens, essayons d'aller vulgariser. Essayons d'aller, je ne sais pas, dans une fête des sciences, dans un lycée, tenter notre chance. Donc moi, j'ai fabriqué une petite valise où j'avais mis plein d'expériences de physique quantique dans la valise. J'avais un bidon d'azote liquide dans l'autre main que je mettais dans le coffre de la voiture et puis j'allais dans un lycée, dans le coin, pour parler de ma physique. Alors évidemment, je ne parlais pas de lumière, ça me semblait bien trop facile à l'époque. Je me disais, non, il faut parler de physique quantique moderne et la supraconductivité, c'était un bon exemple. Et puis de proche en proche, on a continué à faire ça, on s'est mis à quelques collègues, on a formé une petite équipe, de plus en plus de gens ont fait ces interventions en lycée, et tant et si bien qu'en 2011, le CNRS nous a proposé de faire une année de la supraconductivité, qui était pour le coup pas du tout internationale, mais voilà, on s'est inventé une année de la supraconductivité. Et donc avec plein de collègues, on a fait plein de trucs partout en France, alors on organisait des événements, des conférences, des fêtes des sciences, des interventions en lycée, et c'est la première fois où moi j'ai rencontré les designers. J'ai été voir en fait une école de design à Paris, qui s'appelait l'ENSI. Je leur ai dit, voilà, vous êtes designer, vous allez me redesigner un petit peu ma manip de lévitation quantique. Donc vous voyez, une vision hyper réductrice du design où je leur disais, vous allez m'embellir ça. Et donc on a commencé à travailler comme ça, à dialoguer, à faire des projets ensemble.
Et puis on arrive en 2014, et là, je commence à entendre parler pour la première fois de 2015, Année internationale de la lumière. Alors là, je me dis, bingo, on va se faire un projet avec les designers sur la lumière. Vous voyez, la lumière, c'est un sujet de choix à la fois pour moi, physicien, et puis pour les designers, évidemment. Donc l'idée, c'était de leur proposer un projet où ils allaient devoir utiliser la lumière, mais vraiment matière scientifique, avec un discours scientifique derrière, qui était le mien et celui de certains collègues, hein, et en faire un peu ce qu'ils voulaient à partir de leur talent de designer. Et c'est là où moi j'ai été bouleversé de deux façons en fait. La première fois, c'est le premier jour du projet en gros. Donc j'arrive à l'école de design et puis pendant une journée, c'est moi qui vais faire comme je suis avec vous, mais pendant une journée entière pour leur parler de lumière, leur montrer des expériences modernes, leur montrer des résultats et leur expliquer le point de vue du physicien sur la lumière. Et en fait, c'est en faisant ça que soudain, vous voyez, je me décale un peu par rapport à mon propre sujet et que je me rends compte à quel point ce que je raconte est absolument étonnant, immatériel et bizarre. Enfin, il faut dire le mot bizarre. Moi, ce qui me semblait complètement naturel, d'expliquer aux designers que partout autour d'eux flottent des particules quantiques, photons, immatériels, machin, avec des rayons et des ondes, etc., etc., etc. Évidemment, c'est déstabilisant pour eux, mais pour moi aussi, en fait. Parce que je me suis rendu compte de l'étrangeté de ce que disait la science du monde qui nous entoure. Donc, vous voyez, premier étonnement, en quelque sorte, provoqué par le fait que soudain, il faut que j'explique aux autres un truc qui, moi, me semblait absolument évident et simple. Et puis, le deuxième étonnement, évidemment, c'est leur réponse. C'est-à-dire ce qu'ils m'ont renvoyé à la figure une fois que je leur ai fait ce discours. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'ils ont produit. Alors, premier exemple, Lucille, étudiante en design, qui me dit « Moi, je suis intéressée par les matériaux biréfringents ». Déjà un truc un peu technique. Alors, je lui dis « Mais pas de problème, Lucille, je vais te faire un petit cours sur la biréfringence. » Alors voilà, c'est ça, la biréfringence. Donc, vous reconnaîtrez évidemment un polariseur qui oriente une onde électromagnétique qui passe par cette espèce de machin bleu-gris qui est un matériau biréfringent. Alors, le matériau biréfringent, il a comme propriété de modifier la lumière dans des directions différentes. C'est-à-dire qu'en gros, si votre lumière arrive dans un certain axe, il la fait aller plus vite dans un sens que dans l'autre. Puis ça dépend en plus de la couleur de la lumière et ça dépend en plus de l'épaisseur du matériau. Donc, je lui fais tout un petit cours là-dessus. Et si vous voulez le voir, il faut absolument mettre un deuxième polariseur derrière. Je n'ai même pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais évidemment, vous êtes convaincu par le schéma. Je m'attendais à ce que Lucille me fasse un truc très pédagogique là-dessus et un petit dispositif que je pourrais moi-même utiliser dans les lycées. C'est presque ce qu'elle a fait, mais pas tout à fait. Donc elle me dit, pas de problème, je prends un polariseur, donc ça c'est le polariseur de Lucille. Alors, vous allez voir, l'expérience va complètement rater parce qu'on est dans le noir et il faut être plutôt à la lumière du jour pour le faire. Donc, je vous préviens à l'avance. Et au lieu de me mettre un biréfringent, elle m'en met plein, elle me met du scotch. Le scotch est un matériau biréfringent, mais elle me met des couches de scotch avec des épaisseurs différentes. Et vous avez vu qu'on voit absolument rien d'intéressant pour l'instant. Puis alors, elle me met une deuxième couche de biréfringent. Moi, je ne comprenais absolument pas pourquoi elle me mettait une deuxième couche. Moi, ça me suffisait, un biréfringent pour une expérience modèle. Et alors, la deuxième se superposant à la première avec des bandes aussi, vous voyez que vous allez avoir plein d'épaisseurs différentes de scotch un peu partout. Et on voit toujours rien. Et elle me rajoute le deuxième polariseur. Alors là, c'est le moment où vous voyez rien, mais où moi, je vois plein de choses. Je ne sais pas si vous voyez apparaître soudain plein de couleurs étranges. Vous voyez quelque chose? Ouais, vaguement. Hein. Bon, alors, 2 jours, c'est sublime. C'est un kaléidoscope incroyable. Je me mets là, comme ça. Ah mais non, moi, il faut que je fasse à la caméra. Hein. Moi, je m'en fiche de vous, c'est la caméra qui compte. Bon, bref, vous avez compris le truc. Deuxième exemple, je leur parlais d'équations de propagation. Hein. Nous, on aime bien montrer les équations, les physiciens. Il ne faut jamais faire ça en vulgarisation, mais moi, j'adore faire ça quand même. Et celle-là, on l'aime vraiment bien. C'est une équation qui vous dit comment ce champ électrique dont je vous ai parlé se propage dans la pièce, par exemple, au cours du temps et dans l'espace. Et c'est une façon très synthétique pour nous de décrire ça. Et donc, je propose cette équation à des étudiantes de l'école Estienne, qui est une école spécialisée en design, d'illustration scientifique notamment. Et je m'attends là aussi à ce qu'elle me fasse probablement des dessins pédagogiques sur des ondes en train d'avancer. Et elle me propose un livre pour enfants. Donc là, les enfants, ils vont être un peu calmés, ils vont se faire l'équation de propagation à 6-7 ans. Donc c'est un livre en pop-up, en fait, où vous êtes immergé dans le monde des ondes. Vous n'y voyez pas grand-chose, mais là, je vous assure qu'il y a Maxwell qui est en train de vous expliquer des choses. Vous êtes immergé dans le monde des charges électriques et soudain apparaît l'équation. Vous la reconnaissez? Elle est là-haut au-dessus de moi, sauf que là, elle est tout de suite un peu plus élégante. Et on va vous expliquer ce qu'elle veut dire. Vous allez être immergé dans les ondes. Alors là, vous reconnaissez peut-être l'onde électromagnétique. Si je tire à 300 000 km par seconde, je fais une simulation de ce qui se passe, etc., etc. Donc, les étudiantes m'ont très clairement décalé en m'emmenant dans un monde d'enfance, de pop-up, de graphisme, mais qui dit des choses. Hein. Par exemple, à la fin, je crois que le type se réveille dans son appartement et se rend compte qu'il y a plein d'ondes électromagnétiques partout dans le monde qui l'entoure. Le Wi-Fi, le four à micro-ondes, les lampes, etc., etc. Troisième exemple, la physique quantique. Donc là, c'était avec des designers et notamment Grégoire. Et Grégoire était très intéressé par la physique quantique. Donc je lui ai dit, aucun problème Grégoire, moi je vais te faire un cours de physique quantique et je vais t'expliquer à chaque fois ce qui se passe quand un photon tape dans un atome. D'accord ? Alors il y a plein de façons possibles qu'a un atome d'absorber ou d'interagir avec un photon. Et une d'entre elles, qui est la plus marrante à mon sens, c'est celle qui est la moins intuitive. Un atome, il peut être excité. Alors nous, on le dessine en haut. Ça, c'est des niveaux d'énergie. Ou pas excité, on le dessine en bas. Et quand un atome est excité,
Si vous lui envoyez exactement le bon grain de lumière, ça ne va pas l'exciter encore plus, de façon absolument contre-intuitive, ça va le calmer. Ça va le calmer, et en se calmant, lui-même va recracher un deuxième grain de lumière. Donc là, je suis en train d'envoyer un grain de lumière, l'atome redescend, se désexcite et crée un deuxième grain de lumière. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émission stimulée, proposée par Einstein pour la première fois, et qui est à la base de tous les lasers dans le monde. Le laser, c'est une invention de physiciens de la physique quantique qui utilise ce principe-là. Et là, je m'attendais vraiment à ce que le designer il utilise plein de lasers et qu'il fasse une installation à partir de lasers. D'accord ? Alors là, je m'excuse d'avance pour ce que vous allez voir, c'est la réponse du designer à l'émission stimulée et ce que ça lui inspire à lui. Vous avez reconnu l'atome au centre. Le photon à l'évidence, à gauche. L'atome se désexcite. Bon, alors là, les plus fins observateurs d'entre vous ont remarqué la faute flagrante. Les deux photons doivent être identiques, ils ne le sont pas. Alors moi, j'ai dit à Grégoire, c'est pas possible. Et il m'a dit, ah ouais, mais moi, les costumes, j'ai mis 3 mois à les faire poil par poil. Je les refais pas. Bon. Autre exemple, Héloïse. Alors Héloïse, c'était une illustratrice de bande dessinée et on lui a dit, écoute Héloïse, si tu veux faire une BD sympa sur la science, viens au labo et passe 4 mois avec nous au labo et on va te faire vivre des expériences de physiciens et tu vas raconter ce que tu as vu étant infiltré, disons, chez les physiciens. Et en particulier, on l'a fait vivre une semaine au synchrotron, donc ça l'a marqué Héloïse. Le synchrotron, c'est un incroyable instrument scientifique qui est juste à 2-3 km d'ici, qui est une ligne de lumière, en fait. C'est un outil qui produit de la lumière ultra puissante et ultra propre, et où les physiciens, les chimistes et plein d'autres scientifiques viennent mettre des matériaux pour les étudier sous le faisceau de cette lumière. Donc là, je m'attendais à un discours pédagogique sur le synchrotron. Effectivement, elle me fait une petite bande dessinée en m'expliquant ce qu'est le synchrotron. Et puis soudain, elle commence à dessiner des trucs qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous, on sait du synchrotron. Mais quand on connaît le synchrotron, ils sont là aussi. Et puis elle commence à dessiner les chercheurs eux-mêmes. Elle dessine Claire, par exemple, et raconte le quotidien de Claire. Claire, c'est ce qu'on appelle un local contact. Donc c'est un enseignant-chercheur là-bas qui est chargé d'accueillir les scientifiques pour les accompagner dans des expériences. Et elle-même étant scientifique. Et en gros, sa vie, c'est souvent un enfer parce qu'elle bosse jour et nuit pour accompagner les physiciens. Donc là, c'est Claire qui témoigne. J'enchaîne 4 manips ce mois-ci, il n'y a pas de temps mort. C'est vrai que ça fait beaucoup de boulot. Surtout que j'étais d'équipe sur la nuit dernière. Donc il faut que je me redécale complètement. Mais ça va, je ne suis pas fatigué. Avec son collègue derrière qui crie évidemment que c'est une menteuse. Donc ça disait soudain quelque chose, non pas sur la science, mais sur les scientifiques et la façon dont ils font la science. Et donc on a produit une bande dessinée à partir de ça, qu'on a utilisée sous format BD et qu'on utilise aussi sous format exposition. Dernier exemple, l'exemple de Guillaume. Guillaume, c'est un designer aussi de l'ENSI. Et Guillaume, on lui avait fait tous nos discours sur les 3 points de vue sur la lumière, vous vous souvenez, géométrique, ondulatoire, corpusculaire. Et Guillaume dit, moi je vous préviens, ça ne m'intéresse pas du tout de faire un objet pédagogique, j'ai envie de faire du design. Et donc Guillaume se lance dans la fabrication d'objets à base d'illusions d'optique, de moirage. Je ne sais pas si vous connaissez le moirage, vous faites passer 2 bouts de bois l'un devant l'autre avec des petits trous. Et là, soudain, vous avez l'impression de trajectoire, là, d'onde. Ici, de particules. Donc, il s'était inspiré de nos points de vue sur la lumière pour créer en fait un truc qui n'a plus rien à voir, que sont juste 3 horloges, avec un tour complet par minute. Donc un objet très élégant, très esthétique, de design, qui ne sert plus à rien du point de vue de la vulgarisation, mais dont on pourrait quand même se servir comme porte d'entrée pour ensuite parler de science à un public qui pourrait par exemple être réfractaire vis-à-vis de la science. Donc vous voyez, au bout de ce voyage avec des designers, des créatifs, des illustrateurs, des artistes, j'ai appris finalement à ce que les gens me décalent par rapport à mon point de vue initial. À chaque fois, ils font une réponse qui n'est pas là où je l'attends. Là où j'imaginais un dispositif très pédagogique, on m'emmène dans un monde esthétique. Là où j'imaginais un truc pour adultes, on m'emmène vers les enfants, etc., etc. Alors ça a été possible uniquement parce que dans cette collaboration, on les a laissés assez libres de choisir le territoire dans lequel ils voulaient aller. Mais tout en laissant libres, on a continué à bosser avec eux pendant tout le long de la collaboration. On était vraiment sur leur dos pour discuter science, pour leur dire là, moi je pense que c'est faux, vas-y si tu veux, là je pense que c'est vrai, etc., etc. Alors ça m'a ouvert de telles perspectives qu'on a construit carrément un groupe de recherche sur ces questions-là, à l'université et au CNRS, qui justement crée ce genre de collaboration pour développer des projets, pour trouver d'autres façons de parler de science et de physique, et de ma physique en particulier, la physique de la matière, la physique quantique, au grand public. Et également, on essaye maintenant, vu que c'est un groupe de recherche, de penser ces questions-là, et là, pour le coup, en lien avec les gens des sciences humaines et sociales, et essayer de réfléchir à ce qui se joue quand un public entend parler de science, entend parler de physique, y compris à travers des outils aussi étranges que la robe de Grégoire. Pour conclure, j'aimerais bien faire un petit plaidoyer quand même pour la vulgarisation. Bon, vous avez bien compris que c'est un truc qui me tient à cœur. Donc la vulgarisation, c'est formidable. Et mon plaidoyer, c'est que
beaucoup plus de scientifiques et de chercheurs de nos laboratoires devraient y participer. Et alors l'argument habituel, c'est de dire qu'ils devraient y participer parce que c'est bien d'expliquer la science au grand public, c'est bien d'expliquer les recherches récentes, c'est bien d'expliquer comment se fait la science et de pouvoir aussi engager un dialogue et puis un débat. Et je suis convaincu évidemment de toutes ces vertus de la vulgarisation. Il me semble que la vulgarisation a une autre vertu qu'on oublie trop souvent, c'est qu'elle nous rappelle, nous physiciens, au moment où on doit la pratiquer, à quel point notre discipline est incroyable. Vous voyez, elle vous redonne une capacité d'émerveillement vis-à-vis de votre propre champ scientifique. Et moi, c'est vraiment qu'elle a l'effet sur moi. C'est me montrer à quel point la physique permet de décrire le monde de façon absolument spectaculaire et étonnante. Merci.